Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endautré, édition du 16 juin 2024. Tout d'abord, bonne fête des pères à tous les papas. On sait que vous êtes importants dans nos vies et nous tenons à vous remercier. On vous parle cette semaine, dans notre édition de cette semaine d'Endautré, une édition à saveur municipale. Donc, vous allez revoir les extraits des conseils municipaux que nous avons eus la semaine dernière. On parle donc du conseil de la MRC de Dautré, de Lanoraie, de Berthierville, de Saint-Cuthbert, de Sainte-Geneviève, de Berthier, ainsi que de Saint-Ignace de Loyola. Nous avons eu aussi la chance d'avoir dans nos bureaux la visite de Mme Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme, qui est venue faire un bilan de la session parlementaire à Québec qui s'est terminée la semaine dernière. Elle nous parle aussi de ses projets pour les prochaines semaines, des projets de vacances et par la suite du retour à Québec en Assemblée. Sur ce, bonne écoute et on vous rappelle qu'à toutes les semaines, à tous les jours, à compter de 18 h, vous avez votre bulletin de nouvelles quotidien. Sur ce, bonne écoute. 8. Annulation du protocole d'entente daté du 30 avril 2015 entre la fabrique de la paroisse Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Pourquoi est-ce qu'on passe à la résolution? C'est parce que depuis 2015, la fabrique n'a jamais respecté l'entente. Ils nous ont jamais payé les 100$ qu'ils demandaient par semaine parce qu'on le comprend, ils n'étaient pas capables. Puis toutes les autres choses qu'il y avait dans l'entente, ils n'ont pas respecté pratiquement aucune. On demande, on va annuler l'entente, mais par contre, je ne les empêcherai pas de faire une messe, à condition que si jamais les deux salles un dimanche, si le sous-sol puis le haut est loué pour un dimanche, ce qui me surprendra bien gros, cette journée-là, il n'y aura pas de messe, c'est tout simplement. On ne les empêche pas, on ne les empêchera pas. C'est sûr et certain que lorsqu'on va faire si les rénovations partent à un moment donné pour l'Église, mais c'est sûr et certain que là, il n'y aurait plus rien qui va se faire à l'Église parce qu'il n'y aurait plus de location, rien, tant que les travaux ne seront pas finis. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 6. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. C'est un appui qui nous demande, c'est Sainte-Hélène de Bagoc. Puis ça, je sais que ça fait longtemps. Quand les municipalités s'est mis avec la Sûreté du Québec, le gouvernement était supposé être les municipalités 50 %, le gouvernement 50 %. Mais là, c'est pas là qu'on est. D'après moi, là, on doit être à peu près dans 53 % des municipalités, 47 le gouvernement. Là, on veut demander au gouvernement qu'il rétablisse ça, qu'il nous amène ça à 50-50. C'est ce qui avait été dit au début. Fait que c'est pour ça qu'on va l'appuyer, parce que moi, je suis pour ça qu'on ramène ça à 50-50. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est tout le temps les mêmes payeurs. Vous allez me dire oui, mais il reste que si nous autres ici, bien pour moi, si on paye 50 %, ça va être un petit peu moins sur les taxes. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. 12, dons et commandites. Le festival Berthier-Proulx, parce que Berthier-Proulx, vous savez, il est passé. Moi aussi, je pensais que c'était samedi qui s'en venait, mais c'était samedi passé. Ils nous avaient demandé de prêter notre petite tente de 10 par 10 avec le logo de la municipalité dedans. Il faut qu'on leur a prêté. Puis je suis content de le savoir parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'on était la seule municipalité qui avait prêté un petit chose à Berthier-Proulx. Fait que notre nom était là, fait que ça a fait une publicité pour la municipalité. Ça, ça va me prendre un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. B. Fille d'Isabelle Sainte-Geneviève de Berthier, près de la salle. C'est que... non, c'est pas du tout. Les filles d'Isabelle Sainte-Geneviève de Berthier demandent le prêt de la salle du sous-sol de l'Église pour célébrer le 80e anniversaire du secte de 5 octobre 2024. On a décidé de leur prêter la salle, vu qu'il y a beaucoup de monde de Saint-Ignace qui font partie des filles d'Isabelle. Vu que c'est un 80e anniversaire, on va leur prêter la salle gratuitement. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Demande de stationnement au parc de la Grand-Mort. Ça, c'est pour les régates de Sorel-Tracy. À tous les ans, ils nous demandent si
si les clients qui vont aller là pour voir les regattes, s'ils peuvent se stationner dans le parc de la Grand-Mort, il faut qu'on leur dise tout le temps oui, ça ne dérange en rien, on n'a rien dans le fond là. Puis il y en a déjà qui se partent là qui vont travailler. Fait que ça prendra un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Puis D, l'événementiel 2024, polyvalente Pierre de l'Estage. Attendez un peu. Il est proposé, ce côté, que M. Louchard Guertin représentera la municipalité lors de l'événement et qu'une somme de 175 $ soit versée à la polyvalente Pierre de l'Estage pour le bénéfice de l'événement. Ça, c'était mis au budget déjà. C'est un don qu'on fait. On prendra un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Bon, ben, merci d'être présent au point de presse des loisirs de Saint-Ignace de Loyola. On prend ce moment pour dévoiler la programmation de la Fête nationale du Québec qui aura lieu le 23 juin. Puis on dévoile aussi nos événements qui vont avoir durant l'été puis l'automne 2024. Là, le thème cette année pour la Fête nationale du Québec, c'est « Retrouvons-nous à la belle étoile ». Et c'est sûr que c'est un clin d'œil aussi au Cowboy fringant puis au décès du chanteur Cal Tremblay. Alors, je vais passer la parole au trésorier, Christian Michaud, qui va nous dévoiler la programmation de la Fête nationale du Québec. Merci Louis-Vincent. Donc, oui, la programmation, c'est bien. C'est le dimanche 23 juin. Le fonctionnement de la Saint-Jean, c'est quand? C'est sur le 24, mais cette année, on l'a fait le dimanche 23, vu que c'est congé le 24. Ça donne le temps de récupérer au monde, parce que faire ça le 24, donc on s'entend que le 25, le monde va tout travailler. Donc, le dimanche 23, c'est très bien. Ça se déroule encore au parc Albert-Saint-Martin, donc principalement au Dôme, et aussi sur le terrain de baseball avec les différentes choses. Mais je vais vous expliquer la programmation. Mais avant, je vais vous dire, nos principaux commanditaires, c'est la municipalité de Saint-Ignace pour les prêts des équipements et des employés. Entre autres, la Caisse des Jardins d'Autré, la SNQ Lanaudière, le Mouvement national des Québécois et Québécoises, le gouvernement du Québec et aussi notre députée provinciale Caroline Proulx. Donc, c'est nos principaux commanditaires. La programmation, ça va être comme suit. On a encore cette année à partir de 9h, à 11h30, peut-être jusqu'à midi. Ça dépend de la longueur du rallye. Donc, c'est le rallye vélo. Donc, pour toute la famille, encore cette année, Ghislain et Isabelle se sont donnés corps et âme pour monter un rallye avec le thème de « Retrouvons-nous la belle étoile » parce que tout est lié autour de tout ça cette année. Après ça, à 10h30 pour... on en parlait tantôt au conseil, il va y avoir une messe encore sous le dôme. Et suivi d'un léger goûter, une petite chose comme l'année dernière. C'est à 10h30 la messe, on l'a fait comme plus tard. M. Curé avait d'autres engagements, je crois. Et après ça, on aura des jeux gonflables pour les enfants à partir de 11h à 5h. C'est installé sur le terrain de balle, sur le gazon. Et en cas de pluie, ce qu'on n'espère pas, c'est on a plan B comme l'année dernière, peut-être dans la nef de l'église. Et plan B aussi pour, vous allez le voir, à 13h, le tournoi de poche au sous-sol. C'est ça qu'on ferait en cas de pluie, mais tout ça, ça va être avisé en temps et lieu. Sinon, le tournoi de poche va avoir lieu dans le stationnement de la bibliothèque, Régent de Chambre. C'est ça. Donc, à 1h, le tournoi de poche, encore cette année. Et à 17h, il va y avoir le souper giblotte, préparé par la famille Barthes, on peut dire, Barthes et Guertin. Oui. C'est ça, on va dire ça de même. Il va aussi, durant le souper, il va y avoir une petite ambiance musicale. On va avoir un petit musicien, on va avoir quelque chose pour agrémenter le souper qui va avoir lieu à ce moment-là. Et comme à chaque année, depuis quelques années, il faut réserver la giblotte et puis il faut réserver à moi-même. Alors, au 450-271-6128, c'est mon numéro de téléphone. Si vous voulez de la giblotte, il faut réserver, on m'appelle et vous me donnez la quantité que vous voulez. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas en manquer, et on ne veut pas en avoir trop non plus. C'est ça, puis on ne veut pas gaspiller. C'est ça l'important. Et aussi, dans le thème de la Belle Étoile, on a à 19h Catherine Leblanc qui va venir faire une activité avec les élèves de Saint-Ignace, de l'école de Saint-Ignace. Donc, présentement, les élèves, ils pratiquent un petit quelque chose. Donc, on va laisser... On va mettre une surprise. On va mettre une surprise, oui, je vais laisser la surprise pour l'événement. Donc, mais encore une fois, là, on a une participation des élèves de l'école à chaque année. On fait faire
des dessins en lien avec le thème, des activités. L'année passée, il y a eu une danse, parce que c'était entré dans la danse, on a fait une danse avant le spectacle. Et avant les autres activités, donc à 19h30 ou autour d'eux, c'est les activités protocolaires, tout l'hommage au drapeau, le discours patriotique, tout le discours du maire, les dignitaires et tout ça. Après ça, s'ensuit vraiment la soirée musicale. Donc, c'est Catherine Leblanc avec la chanson populaire québécoise. On s'entend, il n'y a pas de chanson anglaise là, cette journée-là. Et après ça, le groupe Mythes et légendes de la musique folklorique qui va entrer en scène plus tard. Et bien sûr, il va y avoir le feu d'artifice et un feu de joie aussi. Puis le feu de joie, cette année, on s'est fait faire un beau foyer extérieur de 3 pieds par 3 pieds. Donc, un beau foyer. Donc, si on pourrait installer ça aussi. Oui, on peut faire un feu. On va avoir un vrai feu de joie, mais on va avoir aussi un feu de foyer. Un feu de foyer aussi. Oui, c'est ça, s'il n'y a pas un décret. Oui, ben c'est ça. L'année dernière, il y avait. Donc, l'année dernière, il n'y avait plus de feu d'artifice à cause des. Le feu d'artifice? Oh oui, ben, le feu d'artifice? Non, le feu de joie. Ben, le feu de joie, on pense le mettre, mettons, dans le stationnement, vu que le stationnement. Ça, c'est le foyer. Mais le feu de joie, il va être sur le terrain de balle. Le feu de joie, non, sur le terrain de balle, à la place du lanceur, c'est ça, où il y a le sable. Là. Ça ne va pas brûler le gazon. Non, mais c'est ça. Donc, les autres années, c'est sûr, on n'a plus à cause des feux de forêt et tout ça. Donc, on verra cette année si c'est l'espérien de la pluie. Donc, c'est ça pour la Saint-Jean-Baptiste avec le 23 juin. Et aussi, ça va être distribué par la Poste. On en parle là à la TV, mais ça va être distribué par la Poste dès la semaine prochaine dans chaque adresse postale de Saint-Ignace. On va recevoir la publication. Et à Landau, donc, vous allez voir, c'est toutes nos activités pour l'été à venir. Donc, oui. Non, c'est ça, peut-être. Avez-vous des questions pour la Saint-Jean-Baptiste ou la Fête nationale du Québec? Non? On vous attend grand nombre. Oui. Fait qu'en espérant de vous voir, puis aussi, c'est excepté les repas puis les consommations, bien entendu, toutes les activités sont gratuites. À part le tournoi de poche, il y a une petite contribution qui est demandée parce que la contribution, ils font une bourse, là. Habituellement, c'est 5 $ par joueur, je crois. Là. Mais sinon, tous le spectacle musical, le rallye, les jeux gonflables, les spectacles, tout est gratuit. Au souper du bloc, est-ce qu'il va y avoir juste la giblotte? Oui. Oui, c'est ça, une chose qu'on n'a pas dit, j'ai oublié. Merci de le préciser, on va avoir un service de. Ah oui, deux cantines même. Oui, il va y avoir 2 cantines. Deux cantines, on va avoir. Oui, c'est ça, on va avoir quelque chose. Le bourgeois du Marais va offrir des pizzas, des pointes de pizza. Puis il va avoir les bricoleuses, Madame Angie Caron, qui va être là avec un barbecue pour faire des hot dogs, des hamburgers, puis je crois des poutines. C'est une nachos. On manque du bloc sur place pour la réserver aussi. Oui. Oui. Il va y avoir des tables installées tout pour manger à cette place qu'on s'installe. Ça, c'est proche du chalet, là. Non, ça va être dans le dôme. Comme l'année passée. Comme l'année passée. Ouais. Petite question, la messe sous le dôme, c'est quoi le goûter ensuite? Café, beigne. Café, beigne, fruits. Non, c'est pas le lendemain. Juste pour être sûr que c'est un goûter. Ça ne compte pas entre les vignes et les. Non. Non, c'est ça. C'est ça, on va le préciser aussi dans le temps et lieu. Vous faites plus de déjeuner, ça, avant ça, vous faisiez. C'était les chevaliers de colonne. C'était les chevaliers de colonne. Non, on l'a fait. Non, les loisirs, on l'a fait. Oui, on l'a fait souvent, mais il y a toute une question aussi de logistique et d'installation culinaire. Ça, vu qu'on n'a pas encore le centre culturel, on est comme limité pour Puis c'est difficile aussi. Difficile bénévolement aussi. Ouais. Ça nous amène au point 6.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe. Donc, en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe. Alors, on sait que le mois passé, on a reçu justement, rappelez-moi son nom. Monsieur Michaud, exact. Donc, c'est lui qui a fait le travail de vérification comptable. Donc, juste vous dire d'abord que
Ça, j'ai dit que c'était en relation à l'article 176-2.2. Selon le profil financier édition 2023, disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement total net à long terme par 100 $ de RFU pour notre municipalité est de 36 sous. Quand on se compare, on se console, semble-t-il, quand on va voir justement sur le site du gouvernement et puis qu'on se compare le taux d'endettement de 100 $ par RFU, comme je le disais tantôt, c'est 36 sous pour ici à la Norette. Quand on regarde la MRC, c'est 1,17 $. Puis quand on regarde les régions administratives, c'est 2,34 $. Puis la moyenne au Québec, 2 $ et plus. Alors, on est vraiment, mais vraiment là, dans une situation financière à ce niveau-là très, très, très confortable. De plus, on dit que pour la municipalité comparable au niveau de la population, je viens de le dire, ça va. Juste vous donner quelques projets peut-être aussi qui ont eu cours en 2023 et certains qui vont se continuer en 2024. D'abord, les travaux d'agrandissement de la caserne d'incendie, vous vous rappelez, donc on a fait l'inauguration l'an passé. Ça s'est achevé en 2023 pour un montant total de 2 267 000 $. Un règlement d'emprunt a été contracté de 1 877 000 $. Et la municipalité a pris, pour arriver au montant de 2 267 000 $, elle a pris la TEC, qu'on appelle une subvention du gouvernement du Québec, de 224 267 $. Et on a pris 155 300 qui avait un surplus libre. Donc, au total, le règlement d'emprunt est de 1 877 000 $, puisque les autres montants ont été réglés par soit la TEC ou par le surplus libre de la municipalité à ce moment-là. D'importants travaux de raccordement pour le puits 6.3 ont débuté pour un montant de 857 414 et s'achèveront en 2024. Parlant de puits, on ne peut pas passer à côté et parler d'eau potable. Juste vous dire que oui, il y a eu des bris d'aqueduc à répétition depuis un mois, je dirais. Il y en a eu au moins 3. Ça n'a pas rapport avec du tout les travaux qui sont présentement sur le territoire. C'est vraiment des bris qui sont dus à de l'équipement. Donc, entre autres, un des bris vient de bâtiment d'eau potable, donc qui est à l'est de la municipalité, où de l'eau est entrée en contact avec l'électronique. On comprend que l'eau électronique, ça ne marche pas. Donc, ça a occasionné un bris à ce moment-là. Et le dernier bris qui est arrivé, on est encore en investigation, me semble-t-il, c'est une sonde qui n'aurait pas fonctionné pour indiquer que le niveau des bassins baissait. On aurait dû avoir une alarme rouge sonnée, ça n'a pas sonné. Et c'est dû à une pompe en haut, donc sur le coteau, où sont les pointes qui a cessé de fonctionner, donc amenant moins d'eau dans la réserve en bas que la population consommait, ce qui a fait qu'à un moment donné, il manquait d'eau. Normalement, il aurait dû avoir un signal qui aurait dû sonner. Pourquoi ça n'a pas sonné? Parce qu'on est en investigation, mais on y travaille très fort. Tout le monde met la main à la pâte pour éviter que ça se reproduise, bien sûr. Il y a eu des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer qui ont été amorcés en 2023 pour un montant de 260 000 et s'achèveront en 2024. Donc là-dessus, on a eu une subvention de la TEC qui sera également reçue dans le cadre de ce projet pour un montant de 251 279 et on aura, à la fin des travaux, ce ne sera pas comptabilisé pour 2023, mais c'est bien de le savoir quand même, il y a un montant de 120 000 $ qui avait été octroyé par le gouvernement du Québec. Autre point, la municipalité a également participé financièrement aux travaux d'agrandissement de l'école primaire pour une somme de 217 479 et 23. Et là, je vais faire appel à la mémoire du directeur général. Ce montant-là, ça permet à la municipalité d'avoir un local à l'intérieur de l'école, un local dédié à la municipalité. Et je pense que c'est une entente de 20 ans. On se rappelle-tu du nombre d'années? On n'est pas sûr. Parce que c'est une entente assez à long terme pour s'assurer justement, parce qu'on le sait, l'école collabore beaucoup avec la municipalité et vice-versa. La municipalité collabore beaucoup avec l'école et ça nous assure l'accès, dans la mesure du possible, aux installations scolaires, toutes neuves, ça dit en passant. Donc, ça devrait être, on espère, terminé pour la rentrée scolaire de l'automne. Et ça va permettre justement aux gens de pouvoir disposer du local pour mettre les ballons, les tapis de yoga, etc., tout le matériel qu'on a besoin, on va pouvoir le mettre à l'école. C'est vraiment un local dont on est les locataires et dont on va pouvoir mettre notre matériel là. Ça va éviter du transport. Depuis, la municipalité a fait l'acquisition d'un camion 6 roues avec benne basculante pour un montant de 107 000, ainsi que d'un chargeur sur roue au montant de 359 000. Donc, les acquisitions ont été financées à même le fonds de roulement. Il faut savoir que la municipalité a un fonds de roulement de 1,5 million. On a utilisé environ 600 000 jusqu'à maintenant. Il reste 900 000 $ dans le fonds de roulement. Et c'est un fonds de roulement, donc il faut le rembourser. Donc, à chaque année, la municipalité remet une somme
pour pouvoir payer ce qu'elle achète avec des taux d'intérêt imbattables, puisqu'on se charge de 0% d'intérêt. Donc, ça permet, surtout que les taux d'intérêt sont assez élevés de ce temps-ci, ça permet des économies à ce niveau-là. Parce que ça évite des dépenses, de l'argent pour payer les intérêts. On a aussi fait l'acquisition d'une remorque distributrice pour l'eau potable au montant de 24 860 $ et pour laquelle on a reçu une subvention du Mouvement Desjardins de 6 215 $ pour ceux qui ont eu à l'utiliser lorsque on a eu une rupture du service de distribution d'eau potable. Elle était au centre sportif. Puis on a fait appel aussi à la station d'eau de la ville de Lavaltrie. Et on a appris de ça et on va améliorer éventuellement notre station d'eau mobile en y ajoutant des pompes pour s'assurer que quand on va se servir de l'eau, qu'il y ait le débit plus grand pour accélérer le remplissage des bouteilles d'eau potable. Donc, vous dire que, et je suis assez d'accord avec cette affirmation-là que je retrouve sur ma feuille, qu'il y a eu un contrôle très serré de la part de l'appareil municipal, donc des employés municipaux, quant à la gestion de l'année 2023, et ce sera pareil, j'en suis convaincu, pour 2024. En terminant, on peut constater à la lecture du rapport financier que la santé financière de la municipalité est excellente, surtout quand on se compare avec d'autres municipalités, et que le profil de l'édition 2023 est disponible pour tous sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Vous pourrez constater à sa lecture que la municipalité de Donneray se démarque positivement par ses résultats. Je vous ai donné quelques exemples tantôt. Et voilà, ça, on remercie évidemment l'équipe municipale qui a travaillé à cela, ainsi que l'équipe de comptables de Michaud et associés qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Au rapport du maire, ça va? J'ai reçu une demande de Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine pour la présentation d'une pétition non conforme. Y a-t-il consentement pour présentation de cette pétition? Consentement. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 1384 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que le Québec s'est doté du plus grand réseau cyclable en Amérique du Nord, soit la route verte avec plus de 5300 km, considérant que le National Geographic a par le passé classé au premier rang la route verte comme étant la plus belle route pour vélo au monde, considérant qu'une section de 7 km entre la municipalité de Lanoraie et de Sainte-Geneviève-de-Berthier n'est pas encore aménagée, considérant qu'entre Montréal et Québec, il n'y a que cette dernière section qui n'est pas complétée, considérant que cette section de la route verte est aussi le chemin du roi ainsi qu'une route nationale et que cette section constitue un attrait touristique et historique majeur, considérant que cette section dans la chaussée est dans un état lamentable, sans aménagement, d'accotement et non conforme selon les normes pour une route nationale, et tout de même utilisée par des milliers de cyclistes et d'autres usagers, déplacements actifs, et ce au péril de leur sécurité. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec que les travaux nécessaires soient effectués afin que cette section soit intégrée au réseau de la route verte, ce qui, par la même occasion, permettra de corriger l'état lamentable dans lequel se trouve actuellement la chaussée et ainsi faire en sorte que l'ensemble des usagers puissent y circuler en toute sécurité. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. J'ai également reçu une demande de Monsieur le député de Tachereau pour la présentation d'une pétition non conforme. Y a-t-il consentement pour la présentation de cette pétition? Consentement. 12. Service incendie. Acquisition d'un camion autopompe, rapport d'ouverture des soumissions et octroi du contrat. Monsieur Tremblay. Donc, il y a eu ouverture de soumission. On a eu la soumission de Technofeu pour un montant de 1 238 159. Évidemment, ces équipements-là, les coûts ont augmenté beaucoup depuis quelques années. Le règlement d'emprunt ne couvre pas complètement le coût d'acquisition. Il manque une somme d'environ 30 000 $. Cette somme-là va être, comme c'est expliqué dans la résolution, le puiser à même le budget courant du service incendie de l'année 2024. M. Gravel, j'ai fait la proposition. M. Belliver, secondé. À ma gauche. À ma droite. Merci beaucoup. 12.2. Règlement numéro 162-2. Règlement modifiant le règlement numéro 162 intitulé « Règlement instituant un service de protection contre l'incendie ».
Donc, il s'agit simplement d'une modification au règlement pour permettre, parce que tous les pompiers doivent demeurer à moins de 12 km. Là, dans le cas présent, on permettrait aux préventionnistes là, de pouvoir demeurer à une distance supérieure, là, compte tenu de la nature de leur fonction. C'est ça. Puis le besoin, évidemment, de main-d'œuvre qu'on a. M. Gravel, vous en faites la proposition. M. Turcot, vous secondez. À ma gauche. À ma droite. Merci beaucoup. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. C'est un appui. Oui, il y a plusieurs municipalités qui demandent, qui lancent un mouvement pour appuyer une demande à faire au gouvernement du Québec. Elle a fait que, selon la loi sur la fiscalité municipale, les municipalités qui utilisent les services de la SQ assument 50 de la facture, puis l'autre 50 c'est le ministère de la Sécurité publique. Comme essentiellement le mouvement, c'est pour réduire le fardeau fiscal des municipalités, que les dépenses puis les salaires, les investissements faits de la Sûreté du Québec, les municipalités n'ont pas leur mot à dire alors qu'elles payent 50 de la facture. Donc, c'est un mouvement, dans le fond, pour demander à réduire le pourcentage à payer. Donc, Sylvain Toupin, Vincent Bergeron, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 1 706 000 qui sera réalisé le 17 juin 2024. Oui, dans le fond, c'est que vous autorisez un emprunt, un financement total de 1 706 000. Dans le fond, c'est le cumul des règlements d'emprunt 330 au montant de 306 000, le règlement d'emprunt 348 au montant de 500 000 et le règlement d'emprunt 350 au montant de 900 000. Donc, il y en a un, c'est pour les chemins forestiers, l'autre, la construction du terrain de tennis pickleball et l'autre, c'est pour la conversion du bâtiment de l'ancienne caisse et de l'actuel hôtel de ville. Donc, c'est ça un peu. OK. Donc, quand on parle de courte échéance, c'est évidemment c'est pour le premier 5 ans avant que le taux d'intérêt soit renégocié. Donc, ça prend un proposeur, un appuyeur. C'est proposé par Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5. Adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de soumission publique. C'est un mot difficile à dire, oui. L'adjudication. Donc, cet après-midi, au ministère des Finances, il y a eu l'ouverture des soumissionnaires. Donc, le ministère des Finances, quand les municipalités empruntent, c'est eux qui vont en appel d'offres auprès des institutions financières. Donc, les enveloppes ont été ouvertes cet après-midi. Donc, la plus basse, c'est la Banque royale du Canada à un taux d'intérêt de 4,55 pour les 5 prochaines années. En deuxième, il y a eu la financière Banque nationale à un taux d'intérêt de 4,71 % puis la Caisse des jardins de Dautré à 4,74 %. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est la Banque royale du Canada. Donc, c'est pour leur octroyer le financement. Richard Dion. Vincent Bergeron. Donc, suite au décès de Louis-Jacques Conseillère au poste numéro 4. Oui. Madame Louis-Jacques est décédée le 10 mai 2024. Donc, la famille souhaitait qu'au lieu que ce soit des fleurs qui soient données en hommage, que ce soit un don qui soit fait à l'organisme Pancreatic Cancer Canada. Donc, eux autres, ils se concentrent sur la recherche scientifique sur le cancer du pancréas. Et donc, vous avez convenu de faire un don de 150 $. Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Approbation des faits saillants. Il est proposé par, appuyé par, d'approuver les faits saillants 2023 6 juin. Le rapport financier consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 a été présenté en mai 2024. Et il est attesté par notre directrice générale et greffière trésorière. C'est avec un sentiment d'accomplissement que je dépose les faits saillants qui mettent en lumière les réussites de la municipalité.
En vertu des dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2023. Il est aussi prévu par la loi que le document des faits saillants soit rendu public lors d'une séance ordinaire du Conseil, tenue au plus tard en juin de chaque année et disponible pour consultation par la suite. Le rapport financier au 31 décembre 2023 nous indique que les revenus de fonctionnement ont été de 1 025 450 et que les revenus d'investissement ont été de 2 526 388, ce qui a généré des revenus totaux de 3 553 838 pour cet exercice financier. Les différentes charges de fonctionnement de la municipalité ont totalisé un montant de 978 961, tandis que les dépenses en investissement ont été réalisées pour un total de 3 205 388. En tenant compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette et affectation, les états financiers indiquent que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas a réalisé en 2023 un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 142 632 $. Comme on l'a dit, on a eu des revenus de fonctionnement de 1 025 450 $. On a eu des charges de 978 961 $. On a eu de l'amortissement pour 114 925 $. On a eu des activités d'investissement de 7 522 $, des affectations de 13 260 $, qui donne un excédent de fonctionnement de l'exercice de 142 632 $. Les revenus d'investissement, 2 526 388 $, moins les immobilisations de 3 205 388 $. Les activités de fonctionnement de 5 522 et des affectations de 44 624 font en sorte qu'on a un déficit d'investissement d'exercice à des fins fiscales de 626 854. Ce qui veut dire que la partie municipale à financer pour les travaux de l'an passé sur le rang de l'Île-du-Pas de la rue de l'Église à la commune, ben, c'est 626 854 si on n'affecte pas des sommes de nos surplus. Les états financiers 2023 ont été audités par la firme d'auditeur externe Michaud-Clément. Dans le cadre de cet audit, la firme d'auditeur a, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, établi les états financiers de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas. Rémunération des élus. En 2023, le maire recevait 1 502,50 par mois. En salaire, 583 d'allocation. Les conseillers, 265,58 par mois et 532,83 par mois pour les allocations. Et je reçois également de la MRC un salaire de 7 258 par année de la MRC, puis d'allocation de dépenses de 3 629. Et pour tout le monde, c'est des frais de déplacement de 45 cents du kilomètre. Est-ce que quelqu'un propose les faits saillants? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un se donne? Jean-André Rondeau se donne. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal, au point 4.2. Conformément à l'article 316 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la directrice générale et greffière trésorière dépose au conseil municipal la lettre de démission de M. le conseiller numéro 5, Stéphane Lamar. M. Lamar a remis sa lettre de démission à la suite de son déménagement dans une autre municipalité. C'est un dépôt, il n'y a pas de résolution. Avis de vacances d'un poste de conseiller municipal. Conformément à l'article 333 de la loi, la directrice générale et greffière trésorière constate la vacance au poste de conseiller numéro 5 et dépose un avis de vacances à cet effet. La vacance au poste de conseiller numéro 5 étant constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, le poste doit être complet par une élection partielle. Conformément à l'article 339 de la dite loi, la présidente d'élection doit, dans les 30 jours du présent avis, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les 4 mois de l'avis et avise le conseil. Avis au conseil 4.4, avis au conseil municipal à date du scrutin, élection partielle, poste de conseiller numéro 5. Considérant la lettre de démission de M. Stéphane Lamar, conseiller numéro 5, considérant ce 11 juin 2024 un avis de vacances au poste de conseiller numéro 5 est déposé par la directrice générale et greffière trésorière à la présente séance du conseil, considérant que la vacance au dit poste a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et doit être comblée par une élection partielle, en conséquence, la présidente de l'élection avise le conseil municipal que, conformément à l'article 339 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qu'elle fixe la date du scrutin
pour l'élection partielle au poste de conseiller numéro 5 au 29 septembre 2024. Fait que s'il y aurait élection, ce serait le 29 septembre. On a-tu la période de nouveau candidature? On ne sait pas encore. 4.7 Sûreté du Québec, facturation 2024. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec, d'une somme de 88 389 pour l'année 2024, payable en 2 versements. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le premier versement de 2 au ministère des Finances d'une somme de 44 195 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. Le deuxième versement vient à échéance le 31 octobre 2024. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. François Rainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Moi, M. Serge Boucher, seconde. C'est quoi vous dites? De quoi? Pardon? Ça veut dire 2023. Ah, excusez-moi. C'est écrit 2024. C'est 2024. Les écrits Est-ce que c'est unanime? Oui. Excusez-moi. Je vais changer les chiffres un peu. 4.8 fermeture du bureau municipal. Cette année, on prévoit fermer le bureau municipal du 18 juillet à 16h au 4 août 2024, inclusivement, pour les vacances. 16h30, oui. 16h30, OK. 18 juillet à 16h30 au 4 août 2024, inclusivement, pour les vacances des employés du service administratif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il y a quelqu'un qui propose? Oui. Moi, M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher s'objecte. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Prenez note que le bureau municipal va être fermé du 18 juillet à 16h30 au 4 août, inclusivement. 4.10. Charte contre l'intimidation envers les élus. Considérant que les élus, ex-élus et candidats potentiels ne se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Considérant que la mission du réseau des femmes élues de la Nodière, RFEL, est de soutenir et d'outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement des compétences et de stratégies de la reconnaissance. Considérant que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de la Nodière en ce sens. Considérant qu'il y a plus de 800 démissions de mairesses, maires, conseillers, conseillères depuis les dernières élections municipales, de multiples cas de harcèlement, d'intimidation envers les personnes élues, des relations tendues et irrespectueuses au sein même des conseils municipaux, considérant que notre démocratie est, de ce fait, malmenée et éprouvée, considérant que 17 mairesses et conseillères municipales provenant des 6 MRC lanaudoises ont participé à la co-création de la Charte contre l'intimidation des femmes en politique afin qu'elle reflète le besoin et l'essence du territoire, considérant qu'un récent sondage réalisé par l'Union des municipalités du Québec auprès de 400 élus et élus révèle que 74 % d'entre eux ont déjà été victimes de harcèlement et d'intimidation pendant leur mandat, considérant que la Charte contre l'intimidation des femmes en politique permet d'identifier clairement nos valeurs et peut mener une réglementation, donc à un code de conduite plus explicite garantissant une mise en œuvre, considérant que le Conseil de municipalité de la Visitation de l'Édupat reconnaît que l'intimidation et le harcèlement sont vécus autant par les hommes que les femmes en politique et veut dénoncer ces actes répréhensibles. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Édupat adhère à la Charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de la Nodière, reconnaissant ainsi l'importance grandissante du phénomène, des répercussions sociales et personnelles corrosives qu'il engendre, et la responsabilité qui nous incombe de participer à l'implosion du phénomène afin de restaurer le climat serein nécessaire à une vraie démocratie. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Madame Lassette, vous m'avez propose. Madame Courchaine, seconde. Oui. Madame Marie Courchaine, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. J'ai envoyé un dire non.
Il va se faire assassiner. C'est pas de l'intimidation. Demande pour la sensibilisation des médecins à la réglementation P38.002 et à leur responsabilité et leur obligation concernant le signalement des blessures infligées par un chien aux municipalités concernées. Considérant la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, P38.002. Considérant que le paragraphe 4 du deuxième alinéa stipule « Assujettir les médecins vétérinaires, les médecins ou toute autre personne à l'obligation de signaler des blessures infligées par un chien, déterminer les renseignements devant être communiqués lors du signalement et préciser toute autre modalité relative au signalement. » Considérant que le deuxième paragraphe du paragraphe 5 stipule « L'obligation de signalement prescrite en vertu du paragraphe 4 du deuxième alinéa s'applique même à l'égard des renseignements protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à l'obligation de confidentialité à laquelle la personne qui y est assujettie est tenue, aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne qui, de bonne foi, s'acquitte de son obligation de signalement. Considérant qu'actuellement les médecins ne signalent que les demandes d'évaluation du risque de rage d'un animal domestique, mordeur ou MAPAC, considérant que toute municipalité locale est chargée de l'application sur son territoire d'un règlement pris en application de la présente loi, considérant que lorsque le médecin traitant néglige de signaler les blessures causées par un chien aux municipalités concernées, il est impossible pour cette dernière de garantir le respect de son règlement et d'assurer la sécurité du public. Considérant que cette problématique est une préoccupation majeure pour les municipalités, en conséquence, les proposés par est résolu. Que la présente résolution soit transmise à M. Maurice Gaudreau, président du Collège des médecins du Québec, M. Christian Dubé, ministre de la Santé, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et députée du comté de Berthier. Également que la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités pour que la problématique du signalement des blessures infligées par un chien soit incluse dans l'ordre du jour de l'Assemblée annuelle de la FQM les 26, 27 et 28 septembre 2024 afin d'en faire le suivi avec les autorités concernées. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui, M. André Rondeau propose, M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. J'ai pas encore, c'est sûr que j'aurais pas tant de commentaires que ça parce que j'ai pas les textes de ce qui a été présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une conférence de presse qui annonçait une période de consultation qui s'étend de juin à septembre concernant les nouveaux règlements sur nos zones inondables. C'est 4 projets de règlement qui en affectent une trentaine d'autres. Donc, l'ouvrage, pour le comprendre, va être assez long. Mais de ce qu'on comprend, comparativement à ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir plus de marches. Là, maintenant, actuellement, il n'y a pas gros de marches, il n'y a pas de gros de paliers. Ils vont rajouter des paliers, donc on va pouvoir tomber plus souvent, mais de moins haut. L'autre affaire, ce qui me fait peur un peu, c'est qu'ils disent qu'il va y avoir une augmentation considérable de résidences qui vont se trouver en zone inondable, parce qu'ils laissent penser que les marches vont être ajoutées plus vers la contrainte que vers le délestage. Ce que je trouve vraiment déplorable, c'est qu'on n'aura pas les cartes. Les cartes suivront. Donc, on va avoir à discuter sur un projet de règlement, sur du normatif, sans savoir exactement à qui ça va s'appliquer. Puis une fois qu'on va s'être entendu là-dessus, malheureusement, on va voir les cartes. Fait qu'on va voir la conséquence d'une décision qu'on a prise antérieurement. Normalement, on aurait dû avoir les cartes pour savoir où ça s'applique, pour après ça, être capable de déterminer les enjeux que ça cause. Là, on ne le saura pas. C'est le principal point que je trouve déplorable là-dedans. Et les documents devraient être rendus publics d'ici le 19 juin. Fait que, tout le monde va pouvoir consulter là, ces projets de règlement-là. Nous, on a déjà l'intention de présenter un mémoire. Fait qu'on va représenter les citoyens là-dedans. Puis aussitôt qu'on aura d'autres informations, on va vous en faire part. Mais pour le moment, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une consultation qui ne durera pas 15 jours, puis qui va nous laisser le temps d'étudier la réglementation.
Puis oui, la photo est belle, la photo de l'île du Pas. Hein? C'est moi qui l'ai pris, j'étais assis sur l'aile d'un avion avec... c'est pas moi pas tout, c'est la presse vraiment qui a pris la photo. Maintenant, on va parler de l'annonce faite hier à Québec concernant les zones inondables. Et c'est extrêmement sérieux parce que, d'après les chiffres de Québec, on va pratiquement multiplier par 4 les logements qui vont se trouver dans des zones inondables. Et vous comprenez que pour les propriétaires, c'est un enjeu, la valeur en tant que telle de la maison, les assurances, les coûts, les stress. Et je vais parler ce matin avec Alain Goyette, qui est le maire de la Visitation de l'île du Pas. Monsieur Goyette, bonjour. Bonjour, M. Arcan. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'annonce faite par Québec, là, des chiffres à venir, mais surtout des cartes précises qui vont être présentées seulement plus tard durant l'été? Ben, même c'est plus que plus tard que pendant l'été. Là, ils ont dit que les cartes étaient à venir dans les années qui viennent. Ce qui est malheureux, c'est que ça va prendre en otage les citoyens encore pour un grand nombre d'années qui sont déjà restreints depuis le 1er mars 2022 avec l'arrivée du décret. Ce qui se produit, c'est que ces cartes-là, c'est un peu la vie ou la mort pour une personne, surtout les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est un peu, je peux faire la comparaison avec les terrasses de la Rupille. Là, vous l'avez vu avec les rubans mesurés pour des centimètres, on décide de fermer une terrasse ou non. Ben là, pour des centimètres, on va décider du sort du milieu de vie d'une personne ou d'un couple de personnes de façon très stricte. Bon, la Visitation de l'île du Pas, là, c'est pas une grosse municipalité. C'est quoi, 700, 800 citoyens? On est 710 habitants. Bon. On est dans le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que vous avez l'impression que, parce qu'il y a des changements climatiques, parce que le risque d'inondation augmente, qu'il y a des gens de votre municipalité qui vont devoir quitter, qu'il y a des zones qui ne seront plus habitables? Non, en réalité, c'est quel niveau de risque on est capable de prendre. Nous, dans les dernières inondations, on s'en est quand même bien tiré. Il n'y a pas eu beaucoup de dommages majeurs, c'était mineur, mais c'est surtout la méconnaissance du territoire qui a fait prendre au gouvernement des décisions qui sont très, très strictes. Puis nous, c'est pas tant les changements climatiques qui fixent le niveau de l'eau, mais bien plus la Commission mixte internationale et la gestion de la rivière des Outaouais qui déterminent le niveau d'eau dans le fleuve que les changements climatiques. Mais expliquez-moi en quoi le gouvernement fait une mauvaise lecture de ce qui se passe chez vous, qui ne comprend pas là, la réalité de votre municipalité puis de ses citoyens. Bien, jusqu'à date, ce qu'ils ont pris pour acquis, ils ont déterminé que les ouvrages de régulation et de rétention ne sont pas fiables. D'ailleurs, dans le nouveau projet de loi, il va falloir qualifier ces ouvrages-là pour qu'ils en tiennent compte. Donc, on a pris en compte des données sur les niveaux d'eau d'il y a très, très longtemps, d'avant l'aménagement de ces ouvrages-là. Avant l'aménagement de ces ouvrages-là, l'eau montait très haut au printemps et descendait très bas à l'été. Maintenant, c'est qu'on régularise de façon très, très constante le niveau d'eau pour la navigation, et ça fonctionne. Mais on n'en tient pas compte pour nos zones inondables. On détermine que non, on ne regardera pas ça. On va regarder les vieilles données qui font des crues énormes là, d'avant l'aménagement de la voie maritime. OK, mais c'est quoi l'intérêt du gouvernement de faire une mauvaise lecture? C'est juste qu'ils ne maîtrisent pas bien le territoire. Ils essayent, c'est un peu, vu que c'est un méga projet d'essayer de cartographier une province au complet, il faut être très, très à l'écoute de chacune des particularités des territoires. Que ce soit chez nous, que ce soit nos voisins de la Rive-Sud, il faut vraiment maîtriser les cours d'eau d'une façon exceptionnelle et c'est très difficile au niveau d'une province de le faire. OK, vous me dites, dans le fond, Québec ne connaît pas ça. Laissez-moi donc tranquille avec mes rivières puis mes aménagements. Bien, sans dire, laissez-nous le soin de vous proposer une solution. Parce que oui, il y en a des zones inondables, mais il faut toujours que la zone inondable soit où ce qu'il y a une zone inondable et non généraliser puis dire, bien, regarde, on va être conservateur, on va en mettre plus large qu'il faut. Donc, est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous préparez une riposte à ces cartes à venir et à ces tracés du gouvernement? Bien, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas eu le texte du projet de loi. Là, ce qui est annoncé, c'est une consultation qui essentiellement va durer du 19 juin au 17 septembre. Une fois qu'on aura les libellés, on va les étudier, on va produire un mémoire, puis on va émettre nos commentaires pour essayer de
sauver nos citoyens qui ont un stress énorme. Là. Pensez-y, là, vous ne savez pas si vous êtes dans zone inondable ou pas. Parfait. Merci, M. Goyette. Ben, ça me fait plaisir. Bonne retraite. Merci, au revoir. Alain Goyette est le maire de la Visitation de l'île du Pont. C'était une grosse session au Parlement cette année. Ça a été une bonne session, vraiment. Je lisais le bulletin des ministres par divers médias, puis je suis assez d'accord avec les étoiles qui ont été décernées, entre autres, à Mme Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui travaille extrêmement fort à négocier donc ces contrats, tant du côté de l'éducation et de la santé. Hein, mais toi aussi, tu as quand même eu des belles notes. Oui, quand même une livraison. Tu as quand même passé bien, là. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas été dans les camps que Roger t'a présenté. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi, avec l'appui du Conseil des ministres et le premier ministre lui-même, à livrer un dossier qui traînait depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire la livraison du remplacement de la toiture du stade olympique. Ça a été un énorme dossier qui est sous la responsabilité de mon ministère. Mais au-delà de moi, moi je salue le travail extraordinaire de Mme Lebel, M. Jolin Barrette, ministre de la Justice, qui s'est attaqué à des dossiers très importants, entre autres sur le droit de la famille, une réforme qui était attendue depuis fort longtemps, que M. Jolin Barrette a mené de main de maître. Je salue aussi le travail de mon collègue Jean Boulet, qui a lui aussi réussi une réforme majeure dans l'industrie de la construction. Madame Fréchette, à l'immigration, qui ne laisse pas sa place non plus et qui est très présente sur la scène canadienne pour revendiquer donc ce que le Québec souhaite gérer en termes d'immigration. Donc, de belles notes pour mes collègues, le ministre évidemment Christian Dubé, le ministre Drainville également. Donc, une grosse session, une bonne session, beaucoup de projets de loi qui ont été déposés, des projets de loi qui ont été adoptés. Même chose pour Mme Duranceau qui est arrivée à la fin de la session, donc avec un moratoire sur les évictions là, pour les 3 prochaines années. Et évidemment, le projet de loi de M. Fitzgibbon sur l'énergie, dont on aura l'occasion de débattre à l'automne prochain. Donc, une bonne session, une grosse session, beaucoup de projets de loi qui ont été adoptés. Tu n'as pas eu le temps de chômer, tu n'as pas eu le temps. Ça a été une bonne session, très bonne session du côté du gouvernement du Québec. Ici, au niveau du côté, de quoi tu es fier aussi quand même? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'investissements en infrastructure, on parle des routes, on parle des... Qu'est-ce qui est accordé? Il y a beaucoup de choses aussi qui sont passées ici dans le comté. Oui, infrastructure, le réseau routier, depuis 2018 que je suis élue comme députée de Berthier déjà, on en discutait, vous, vos équipes et moi, sur la déficience d'investissement en infrastructure routière. C'est long rattraper le décalage qu'on a vécu avec les années précédant l'arrivée au pouvoir de la Coalition Avenir Québec, des investissements majeurs qui se font. C'est sûr qu'on aimerait pouvoir claquer des doigts et régler ça tout d'un coup. Là où je suis très fière, c'est des investissements, évidemment, en tourisme, où il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans l'ensemble de l'Anaudière. Puis j'en profite pour remercier Denis Brochu, toute l'équipe de tourisme l'Anaudière, qui travaille extraordinairement fort avec les promoteurs, le ministère du Tourisme, pour aller chercher donc des projets qui sont hyper porteurs pour la région de l'Anaudière. On a tellement à offrir, on a un beau, grand, vaste territoire ici. Puis la collaboration aussi de la préfète de la MRC, mes maires ici dans Berthier, mais plus largement aussi dans tout l'Anaudière, parce que je suis responsable de la région de l'Anaudière. Donc, très heureuse de ça. Il en reste à faire. Je suis contente de voir que les promoteurs déposent dans nos programmes, qui sont là de façon très déterminée à faire en sorte que l'Anaudière soit et se continue de se positionner comme première de classe là, pour l'investissement en tourisme. Oui, je vais te relancer avec le tourisme. Je vais te poser une question. Tu es du ministère de la Tourisme, tu as parlé de l'Anaudière. Ça serait quoi, tu dirais, cet été aux gens de venir découvrir qui ne connaissent pas? Parce que tu as fait beaucoup la région. Puis c'est quoi pour toi l'impression que c'est quoi qu'il faut aller chercher, la petite perle que les gens sont peut-être un petit peu moins au courant que ça existe, puis c'est dans notre région? Bien, Berthier a le grand privilège d'être bordé par un fleuve extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le fleuve de Berthier. Oui, non, mais la région de Berthier est bordée par un fleuve qui est extraordinaire. De Lavaltrie à Lanoraie à Berthierville, mais si on parle plus largement des Cris
entre Repentigny et Berthierville. C'est extraordinaire. Puis, on a fait des investissements majeurs du côté de Repentigny, justement, pour vivre des expériences sur l'île Lebel. Mais il y a toute cette concertation-là avec le milieu de Berthierville, de Repentigny, de la Noret, de la Valtrie, du préfet Christian Goulet, pour qu'il y ait toute cette mobilité-là sur le fleuve, avoir accès aux îles, de pouvoir profiter des îles. On oublie souvent qu'on a un des fleuves les plus extraordinaires au monde. Puis je suis heureuse de voir que les préfectures, les maires se mettent ensemble, pas juste dans mon comté, mais dans toute la région de la Naudière, qu'on puisse avoir une expérience sur cette voie navigable-là qui est juste extraordinaire. À l'abri des gros navires, juste dans le chenal ici, c'est vraiment... non, c'est vraiment extraordinaire. Je vous dirais en cachette que quand je viens me cacher, je viens ici à Berthierville. Il ne faut pas que tu des trop de cachette comme ça. Puis c'est le bord du fleuve pour prendre une petite pause, regarder mon fleuve, regarder ton fleuve, puis me détendre. C'est vraiment une scène qui est extraordinaire. Tu sais, les Européens n'ont pas accès à des lacs, des rivières, des fleuves comme les autres. Une nature comme on a, là, c'est ça. On a 1 demi-million de lacs et de rivières au Québec qui sont, l'or bleu, une des grandes forces d'attractivité du Québec. C'est l'accès à l'eau. Puis avec mes collègues ministres et députés, j'ai une responsabilité de pouvoir donner, particulièrement aux Québécois, mais aussi à tous nos touristes internationaux, cet accès extraordinaire au fleuve. La session a fini la semaine dernière. Oui. Toi, tu n'as pas fini encore. Là. Non. Tu as des vacances, quoi, à partir de juillet? Oui, à partir de juillet. C'est quoi les choses, là, tu sais, dans le sens... Là, il y a beaucoup de tournées encore, Il y a encore beaucoup de tournées. Il y a une tournée du côté de la Gaspésie là, qui s'en vient dans les prochains jours. Tourner ici dans la Naudière. Travailler aussi avec la circonscription, avec les gens de la Naudière, mais il reste encore des conseils des ministres, des comités ministériels qui ont lieu. Oui, jusqu'à la mi-juillet, il y a encore des travaux qui se font avec le conseil des ministres du côté de Québec. Il y a 2-3 semaines de vacances. Après ça, 2-3 semaines de vacances. Pour le vrai, là, des vacances. Pour le vrai. Pas des vacances, pas de téléphone, pas de cellulaire, on va essayer. Petit téléphone, petit cellulaire. L'équipe du bureau de circonscription prend le relais à ce moment-là avec mon équipe qui, je tiens à saluer, là, Carole, Lynn, Pierre, Daniel, qui font un travail extraordinaire. C'est dur de gérer, c'est pas évident de gérer un bureau de circonscription quand la députée est souvent partie compte tenu de ses obligations ministérielles. Mais elle est là, Carole, cachée derrière ici, puis je la salue, puis j'embrasse toute l'équipe qui font un travail extraordinaire. Et on recommence quand, au mois de septembre? Oui, donc la session recommence en septembre. Les travaux vont recommencer en septembre, mais évidemment, il y aura d'autres événements avant la rentrée parlementaire de septembre. Y a-t-il des priorités que vous savez déjà au niveau du gouvernement que vous voulez aller, ou c'est poursuivre, terminer, qu'est-ce que vous avez? Bien, il y a de grandes réformes qui ont été amorcées, comme vous le savez, avec éducation et santé. Donc, ces réformes-là doivent maintenant se décliner sur le terrain. On parle beaucoup de mobilité, tant du côté de l'éducation que de la santé. Alors, ce sera les grandes priorités. Le budget a été totalement ou en grande partie dédié à l'éducation et à la santé. Donc, il va falloir qu'il y ait cette déclinaison-là qui se rende sur le terrain, puis que les services pour les citoyens et les citoyennes du Québec puissent être rendus de la façon dont le gouvernement souhaite les rendre. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Caroline. Bonnes vacances. Merci. J'espère que tu vas en prendre pour le vrai. Puis, que tu vois, on va se revenir en forme au mois de septembre. Merci beaucoup, Daniel. Merci de l'accueil. Merci.